Dans les archives paroissiales du petit village de Saint-Aubin, niché au pied d'une colline boisée où se dressait depuis des siècles un ancien monastère bénédictin, on trouve une série de photographies prises entre 1865 et 1932, représentant les groupes d'enfants qui, chaque dimanche, se rendaient au couvent pour y recevoir une instruction religieuse, jouer dans la cour intérieure ou aider les moines dans de petites tâches agricoles. Ces images, jaunies par le temps, ont toutes été réalisées par des photographes locaux, parfois amateurs, parfois officiers municipaux, toujours dans un style simple, frontal, où les enfants, serrés les uns contre les autres, sourient maladroitement sous le soleil. Pourtant, lorsqu'on les examine attentivement, un détail surgit avec une insistance déroutante. Sur chacune d'elles, dans les rangs du fond, légèrement en retrait, se tient un enfant que personne ne parvient à identifier. Un garçon ou une fille, les témoignages divergent, au visage calme, presque trop immobile, vêtu d'un vêtement simple qui semble correspondre à l'époque sans jamais s'y intégrer complètement. Les habitants, interrogés plus tard par l'historien local Étienne Guilleron, affirment que jamais cet enfant n'avait été mentionné dans les registres de catéchèse, ni dans les listes des familles du village. Et pourtant, son apparition est constante, régulière, d'une netteté troublante. Sur une photo de 1865, il se tient derrière un groupe de 6 enfants, légèrement flou, comme si l'objectif l'avait mal saisi. Sur une photo de 1872, il est plus clair, debout au même endroit que le petit chêne nouvellement planté derrière la cour. En 1881, il apparaît encore, cette fois en compagnie d'un groupe entièrement différent, mais toujours au bord du cadre, comme s'il avait été présent sans être invité. Les moines, à l'époque, ne donnèrent aucune explication, assurant que les photographes devaient confondre des enfants de passage ou des visiteurs venus de villages voisins. Pourtant, lorsqu'on montre ces clichés aux anciens du village, ceux-ci secouent la tête, certains affirmant n'avoir jamais vu cet enfant durant leur jeunesse, d'autres disant vaguement reconnaître le visage sans pouvoir le rattacher à une famille précise. C'est cette incohérence profonde qui poussa Étienne Guilleron à entreprendre, dans les années 1930, une enquête systématique sur les photographies. Il commença par en faire l'inventaire complet, classant les images par date, par saison, par composition, et remarqua rapidement un phénomène qui dépassait la simple coïncidence. L'enfant apparaissait toujours dans le même angle du groupe, légèrement en retrait, jamais au centre, jamais trop près du photographe, comme s'il cherchait à se fondre dans la masse tout en demeurant visible. Son âge, lui, semblait étrangement constant, alors que les autres enfants grandissaient, changeaient de trait, de stature ou de vêtements. Cet enfant-là gardait la même apparence générale, une silhouette fine, un visage doux mais indéfinissable, un regard tourné vers l'objectif sans expression marquée. Cette absence d'évolution troubla profondément Étienne, car en comparant les photos espacées parfois de 20 ou 30 ans, il constata que l'enfant ne vieillissait pas. Un cliché de 1894 montrait le même visage que celui aperçu en 1865, sans la moindre transformation.
comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. Cette étrangeté aurait pu relever d'une interprétation hasardeuse si les clichés avaient été de mauvaise qualité, mais certains étaient suffisamment nets pour discerner chaque bouton de veste, chaque pli du tissu, et l'enfant apparaissait toujours avec cette même présence discrète mais troublante. Le plus étrange était peut-être la réaction des enfants eux-mêmes. Dans un témoignage retrouvé dans un carnet d'une institutrice qui accompagnait les groupes au monastère en 1908, on peut lire cette phrase. « Les enfants disent qu'il y en a un qui ne parle jamais, qu'ils ne savent pas d'où il vient et qu'il disparaît dès qu'on quitte la cour. » Interrogés plus tard, ces enfants devenus adultes affirmèrent n'avoir gardé aucun souvenir d'un camarade silencieux, bien qu'ils reconnaissaient parfois, d'un air perplexe, le visage de l'enfant du fond en voyant les photographies. Étienne décida alors d'étudier les registres du monastère, espérant trouver la trace d'un enfant accueilli temporairement, mais nulle mention ne correspondait à la description. Certains moines, interrogés à la fin de leur vie, racontèrent vaguement avoir vu, un dimanche lointain, un enfant qui suivait le groupe sans jamais entrer dans la salle d'études, restant dans la cour ou dans le cloître, regardant les pierres ou les arcades comme s'il cherchait quelque chose. Un frère affirme même se souvenir d'un enfant trop calme, mais il admit que ce souvenir pouvait être un mélange de plusieurs années, tant les dimanches se ressemblaient. Plus Étienne avançait, plus il avait l'impression que l'enfant n'appartenait pas vraiment au groupe, mais au lieu lui-même. Il semblait lié au monastère, présent seulement lorsque des photographies étaient prises, comme si sa présence était conditionnée par l'acte même de figer le moment. Cette idée le troubla, mais elle trouva un écho étrange dans une autre découverte. Sur une photo de 1832, prise quelques mois avant la fermeture du monastère au public, on distinguait l'enfant avec une netteté saisissante, mais une particularité attira immédiatement l'attention d'Étienne. L'enfant n'était pas parfaitement aligné avec le reste du groupe. Sa silhouette semblait légèrement plus sombre, son contour un peu trop net, comme si la lumière l'éclairait différemment. Et lorsqu'il superposa les images de plusieurs décennies, un travail délicat qu'il réalisa avec soin, il constata que l'enfant occupait presque exactement la même position spatiale sur chaque cliché, comme si le lieu l'attirait vers un point fixe, un ancrage invisible. Ce fut cette observation qui lui donna l'intuition que l'enfant n'était pas une personne réelle photographiée par hasard, mais peut-être une présence récurrente appartenant à l'histoire profonde du monastère. Pourtant, au moment où il commençait tout juste à comprendre l'ampleur du phénomène, une dernière photographie, oubliée au fond d'une boîte, allait bouleverser l'enquête. Une image prise en 1865, la plus ancienne de la série, où l'enfant n'était pas dans le groupe, mais debout seul, près du puits du cloître, regard fixé droit vers l'objectif, comme s'il savait qu'on le photographiait. Lorsque l'historien Étienne Guilleron découvrit la photographie de 1865 où l'enfant apparaissait seul, isolé près du vieux puits du cloître, il comprit immédiatement que cette image différait de toutes les autres. Elle n'était pas un portrait de groupe, n'avait pas été prise lors d'une visite dominicale et ne portait aucune annotation au verso, contrairement au cliché suivant où les noms des enfants, les dates ou les circonstances étaient parfois précisés. Cette absence totale d'information, combinée à la position centrale de l'enfant sur la photo, troubla profondément Étienne, qui fit aussitôt l'hypothèse que cette image pouvait être la première apparition connue de la mystérieuse silhouette.
Il entreprit alors un examen minutieux de la photographie, utilisant une loupe et profitant de la lumière diffuse de la bibliothèque municipale pour observer chaque détail. Le visage de l'enfant, l'ombre portée sur les pierres, la texture du mur derrière lui. Il remarqua rapidement quelque chose d'étrange. L'enfant semblait parfaitement net, mieux défini que le puits, pourtant situé à la même distance, comme si la mise au point avait été ajustée sur lui avec une précision improbable pour un appareil de cette époque. De plus, l'ombre du puits suivait une direction cohérente, mais celle de l'enfant semblait légèrement décalée, presque imperceptiblement, créant une dissymétrie que seul un œil attentif pouvait détecter. Étienne, perplexe, se demanda si la lumière du cloître avait pu varier au moment de la prise de vue, ou si quelque chose dans la scène échappait à la logique. Il consulta alors l'album de 1865 dont la photographie provenait, espérant y trouver d'autres indices. Mais l'album ne contenait que des images de paysages ruraux et de bâtiments du village, comme si le photographe avait eu l'habitude de capturer des scènes fixes, jamais des portraits individuels. La présence de cet enfant, figé dans une pose naturelle, mais inexplicable, semblait donc encore plus étrange. Poussant son enquête plus loin, Étienne décida de parcourir les registres du monastère, datant de cette période, cherchant toute mention d'un enfant accueilli temporairement, mais les archives de 1865 étaient lacunaires. Seules quelques notes relatives à l'entretien des jardins et à la réception de fournitures étaient conservées. Nulle trace de visiteurs, de familles, d'événements particuliers. Le monastère semblait avoir vécu cette année-là dans une routine immuable que rien ne venait perturber. Pourtant, dans un vieux cahier tenu par un moine chargé de la sacristie, Étienne trouva une mention énigmatique, datée du printemps 1865. Un enfant a traversé la cour aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il observait les pierres comme s'il cherchait quelque chose. Cette note brève et sans suite fut comme une décharge pour l'historien. Un moine contemporain de la photo avait lui aussi remarqué la présence de cet enfant étrange. Plus troublant encore, le moine ne faisait aucune allusion à la famille de l'enfant, ni à son entrée ou sa sortie du monastère, comme s'il était apparu et reparti sans que personne ne l'ait accompagné. En analysant la graphie du moine, Étienne sentit une hésitation dans le trait, comme si l'auteur ne savait pas comment qualifier l'apparition, préférant en s'en tenir à une phrase factuelle sans commentaire. Cette réticence à interpréter la scène lui parut significative. Les moines, habitués à l'ordre et à la répétition des jours, n'avaient pas pour habitude de noter des détails sans raison. Si l'un d'eux avait jugé utile de mentionner cet enfant, c'est que quelque chose l'avait frappé. Poursuivant ses recherches, Étienne découvrit une autre source précieuse, les lettres échangées entre un frère du monastère et sa sœur vivant à Lyon. Dans une lettre de juillet 1865, le moine écrivait « Les dimanches apportent de la joie au couvent avec les enfants du village, mais il y a parfois parmi eux un enfant silencieux que je ne reconnais pas. Les autres semblent ne pas lui prêter attention. » Cette phrase, presque identique à ce que l'institutrice rapporterait en 1908, renforçait l'idée que cet enfant, ou cette apparition, n'était pas une hallucination collective soudaine, mais une présence persistante à travers les générations. Étienne commença à établir une ligne de temps où l'enfant apparaissait et ne put que constater la régularité troublante. Tous les 7 à 12 ans environ, un cliché plus précis, plus net, semblait se dégager, comme si l'enfant se laissait photographier volontairement. Entre ces moments forts, il apparaissait en arrière-plan, flou, indistinct, mais toujours présent, comme un fil invisible reliant les époques. En superposant numériquement les positions du visage, Étienne s'aperçut que l'enfant n'était pas seulement dans le même angle de chaque photographie, mais il était presque exactement au même emplacement physique dans la cour ou le cloître, comme s'il occupait un point fixe de l'espace, un lieu auquel il revenait indépendamment des générations d'enfants qui l'entouraient. Cette découverte fit naître chez lui une intuition étrange.
Et si l'enfant n'appartenait ni à une famille, ni à un groupe, ni même à une époque précise, mais à un lieu? Et si cette présence était liée non pas au visiteur, mais au monastère lui-même, comme une mémoire incarnée, un souvenir qui se manifestait à intermittence lorsque les conditions étaient réunies? Pour vérifier cette hypothèse, Étienne décida de revenir au cloître, photographie en main, et de se placer exactement à l'endroit où l'enfant avait été vu la première fois. Il resta longtemps immobile, observant la pierre, les arcs, la lumière douce qui filtrait entre les colonnes, et à cet instant précis, alors que le vent faisait frémir légèrement les feuilles du figuier au milieu de la cour, il crut apercevoir du coin de l'œil une silhouette petite et immobile, comme un enfant debout à l'endroit exact où il se trouvait. Mais quand il se retourna brusquement, il n'y avait rien, seulement la pierre froide, les ombres du cloître et le silence millénaire du monastère. Les jours qui suivirent cette étrange impression dans le cloître furent pour Étienne Guilleron marqués par une agitation discrète, intérieure, semblable à celle d'un chercheur qui pressent qu'un événement décisif vient d'avoir lieu sans qu'il puisse encore en mesurer la portée. Il se surprit à repasser mentalement chaque détail de la cour. La pierre légèrement plus froide sous sa main, le souffle d'air qui avait suivi l'instant où il avait cru percevoir la silhouette, la manière dont la lumière semblait se concentrer un instant sur un point précis avant de reprendre sa diffusion ordinaire. Convaincu qu'il fallait multiplier les observations, il retourna au monastère à différentes heures du jour, parfois tôt le matin, lorsque les ombres étaient longues, parfois en fin d'après-midi, lorsque la lumière dorée glissait sur les colonnes, espérant surprendre une anomalie similaire. Mais le cloître restait immobile, imperturbable, semblable à ce qu'il avait toujours été, un espace de silence où la régularité l'emportait sur les événements. Pourtant, quelque chose avait changé dans la manière dont Étienne percevait le lieu. Chaque pierre semblait désormais chargée d'une présence discrète, comme si le cloître conservait une mémoire qui n'était pas entièrement contenue dans les documents ou les récits des moines. Pour approfondir sa recherche, il décida de consulter les archives diocésaines, situées à une trentaine de kilomètres, où étaient conservées de nombreuses correspondances entre les curés du village et les autorités religieuses. Il espérait y trouver des mentions anciennes d'enfants mystérieux liés au monastère, ou peut-être des rumeurs ayant circulé dans les paroisses voisines. En feuilletant les lettres des années 1870, il tomba sur une série de notes du curé de Saint-Aubin mentionnant un enfant silencieux que certains habitants disaient avoir vu dans les environs du cloître, souvent en marge des groupes de visiteurs. Ces notes, pourtant fragmentaires, semblaient indiquer que le phénomène n'était pas limité aux photographies. L'enfant apparaissait parfois brièvement, entrevu par des villageois qui l'identifiaient comme n'appartenant à aucune famille de la région. Un certain André Lenoir, agriculteur, affirmait dans une lettre de 1874 adressée au curé avoir aperçu un enfant immobile près du mur nord, vêtu d'un habit simple. Mais lorsqu'il s'était approché, l'enfant avait disparu entre les arcades, comme absorbé par l'ombre. Le curé avait répondu avec prudence, invoquant la fatigue ou un jeu de lumière, mais ne rejeta pas entièrement la remarque, ce qui étonna Étienne. Les prêtres du XIXe siècle ne prenaient pas ce genre de récit à la légère. Poursuivant son enquête, Étienne découvrit dans un registre de 1889 une note marginale rédigée par un moine chargé de la bibliothèque du monastère qui indiquait « Les enfants du dimanche parlent d'un compagnon silencieux qui les regarde jouer. Je ne sais pas de qui il s'agit. Les frères ne l'ont jamais présenté. » Là encore, aucune précision. Seulement ce ton calme, factuel, écrit par quelqu'un qui semble constater un phénomène inhabituel sans chercher à l'interpréter. Intrigué par cette accumulation de remarques, Étienne décida de comparer les témoignages oraux recueillis auprès des anciens du village, certains désormais très âgés, avec les traces écrites. Les souvenirs se révélaient fragmentaires, hésitants, mais plusieurs personnes racontaient avoir entendu dans leur enfance que le cloître avait son enfant, une expression murmurée presque comme une superstition. L'un des anciens, un homme de 92 ans,
nommé Baptiste Larocque, affirma se rappeler d'une petite silhouette qu'il avait vue un dimanche de son enfance, vers 1903. « J'ai cru que c'était un nouveau, mais personne ne savait qui c'était. Il était là, puis il n'était plus là. » Les autres enfants n'avaient pas l'air surpris. Cette dernière phrase troubla profondément Étienne, car elle rejoignait un thème récurrent. L'enfant mystérieux semblait n'exister que dans la périphérie de l'attention, remarqué par quelques personnes, mais ignoré par la majorité. Cherchant à éclaircir cette contradiction, Étienne consulta alors les carnets des moines enseignants, dans lesquels étaient parfois notées des observations sur le comportement des groupes dominicaux. Dans un carnet de 1911, il trouva une phrase encore plus étonnante. « Un enfant s'est tenu sous la galerie aujourd'hui. Aucun frère ne l'a vu entrer. Peut-être était-il en avance sur le groupe. Son regard était curieux comme s'il nous connaissait. » Cette mention, bien que neutre, suggérait une familiarité incongrue entre l'enfant et les lieux. Peu à peu, Étienne fut frappé par un motif qu'il n'avait pas encore saisi. Chaque fois que l'enfant était vu ou photographié, il ne participait jamais aux activités, ne parlait pas, ne jouait pas, il observait, toujours en retrait, jamais au centre. C'était une présence qui ne modifiait pas le déroulement de la journée, qui n'interagissait avec personne, excepté par le regard. Cette idée le conduisit à une hypothèse nouvelle. Et si l'enfant n'était pas une apparition au sens strict, mais plutôt une rémanence, une forme de mémoire visuelle appartenant au lieu, un écho de quelque chose ou de quelqu'un dont l'histoire avait été oubliée, mais dont la trace persistait dans la pierre et se manifestait lorsque certaines conditions étaient réunies. Le dimanche, la plaisance d'un groupe d'enfants, la lumière du cloître, ou peut-être le simple fait d'être observé par un objectif photographique. Pour approfondir cette intuition, Étienne fit développer à nouveau certaines photos anciennes, afin d'obtenir des tirages à plus haute résolution. Et ce fut alors, en observant les détails du cliché de 1872, que quelque chose l'arrêta net. L'enfant portait une médaille au cou, un petit cercle métallique qui n'apparaissait sur aucune des autres photos, mais que l'on devinait, en agrandissant le cliché, comme étant frappé d'un symbole discret. Ce symbole, Étienne le reconnut aussitôt, car il avait aperçu quelques jours plus tôt sur la clé rouillée d'une porte condamnée du monastère, une petite étoile à 6 branches entourée d'un cercle irrégulier. La découverte du symbole gravé sur la médaille de l'enfant, identique à celui que l'on retrouvait sur la vieille clé rouillée d'une porte condamnée du monastère, bouleversa profondément Étienne Guiron, car elle établissait pour la première fois un lien matériel entre la présence mystérieuse figurant sur les photographies et un élément concret de l'architecture. Jusqu'alors, l'enfant n'était qu'une figure insaisissable apparaissant dans les clichés et quelques témoignages épars. Mais cette correspondance entre la médaille et la clé donnait soudain au phénomène une profondeur nouvelle, comme si l'enfant avait été lié à un espace particulier du monastère, un lieu dont l'usage ou la signification s'était perdu au fil des décennies. Décidé à éclaircir ce point, Étienne passa une journée entière à explorer les couloirs du monastère, interrogeant les frères les plus âgés sur cette porte condamnée qu'il avait aperçue par hasard lors de ses premières visites. La porte, située dans une aile secondaire du cloître, sur un mur partiellement ombragé par une glycine ancienne, était faite de bois épais, marqué par le temps, et portait encore les traces de 2 pentures massives, désormais scellées par un bandeau de fer fixé probablement au début du XXe siècle. Lorsqu'il demanda pourquoi cette pièce avait été fermée, les moines répondirent avec une certaine réticence, expliquant vaguement qu'elle n'était plus utilisée depuis très longtemps et qu'elle ne contenait rien d'important. Mais lorsqu'il mentionna la médaille et son symbole, plusieurs frères adoptèrent une expression troublée, comme s'ils reconnaissaient quelque chose sans pouvoir le nommer. L'un d'entre eux, un moine à la voix hésitante, finit par admettre qu'il avait entendu, lorsqu'il était novice, une rumeur selon laquelle cette pièce aurait autrefois servi de salle d'accueil pour des orphelins ou des enfants abandonnés, mais il reconnut aussitôt qu'il n'en avait jamais trouvé trace dans les archives internes du monastère. Intrigué, Étienne entreprit alors de chercher tout document susceptible de mentionner une telle salle,
Mais les registres étaient étonnamment silencieux à ce sujet, aucune indication d'un espace réservé à des enfants, aucun inventaire de mobilier, aucune note liturgique ou caritative. C'était comme si la pièce n'avait jamais existé officiellement, alors même que la clé, avec son symbole étrange, témoignait d'un usage passé. Constatant que les archives ne l'aideraient pas davantage, Étienne retourna examiner la porte elle-même. Il observa les planches, les fissures, les anciens clous retirés, et constata que la serrure avait été démontée puis replacée avant d'être scellée, comme si l'on avait voulu empêcher toute utilisation ultérieure. Il tenta d'insérer la vieille clé qu'il avait trouvée dans un tiroir de la bibliothèque, mais elle ne s'ajustait plus parfaitement, peut-être en raison de la rouille ou d'une modification ultérieure du mécanisme. Cependant, au moment où il approcha la clé de la serrure, il ressentit une résistance étrange, non pas mécanique, mais presque perceptive, comme si le métal rencontrait une barrière invisible, une tension subtile, qui donnait l'impression que la clé reconnaissait l'endroit sans pour autant pouvoir accomplir sa fonction. Troublé, il nota cette sensation dans son carnet, la décrivant comme une absence de mouvement saturée d'intention, formulation obscure qu'il relut plusieurs fois sans parvenir à l'améliorer. Pour mieux comprendre le rôle possible de cette pièce condamnée, il décida d'examiner à nouveau les photographies des enfants, en se concentrant cette fois non plus sur la position de l'enfant mystérieux, mais sur les éléments du décor. Il remarqua alors quelque chose qu'il n'avait jamais pris en compte. Sur plusieurs clichés, en arrière-plan, apparaissait un segment de mur identique à celui qui se trouvait à l'extérieur de la porte condamnée. Un alignement de pierres, une fissure particulière, une teinte légèrement plus sombre, autant de détails architecturaux correspondant précisément à cet endroit. L'enfant, dans ces images, se tenait toujours non loin de cette portion du monastère, comme si sa présence était liée à cette zone spécifique. Plus Étienne comparait des images, plus il avait l'impression que l'enfant se rapprochait au fil des décennies du mur derrière lequel se trouvait la pièce condamnée. Dans les photos les plus anciennes, il en était éloigné, mais sur celles de 1908 ou 1923, il semblait presque frôler la paroi. Cette progression, lente mais constante, éveilla chez Étienne une intuition nouvelle. Peut-être que l'enfant n'était pas une figure errante, mais une présence attachée à ce lieu précis, cherchant à s'y approcher ou à s'y manifester. Se sentant de plus en plus convaincu de l'importance de cette salle, il tenta de retrouver des plans anciens du monastère. Après des heures de recherche dans les archives diocésanes, il mit finalement la main sur un croquis de 1834 représentant la disposition du cloître et de ses annexes. Et là, à l'emplacement exact de la porte condamnée, figurait une petite pièce indiquée sous le nom de « chambre de l'aube », une appellation énigmatique qui ne se retrouvait dans aucun autre document. Intrigué par cette dénomination, Étienne chercha davantage et découvrit une mention marginale dans un manuscrit du XVIIIe siècle où un moine évoquait brièvement l'enfant de l'aube, présence mystérieuse observée lors des temps de prière matinaux, mais sans aucune explication. En recoupant ces éléments, il devint évident pour lui que la salle condamnée jouait un rôle déterminant dans cette histoire, peut-être même qu'elle constituait l'origine de la présence enfantine. Déterminé à en savoir plus, il poursuivit son enquête tard dans la soirée, mais alors qu'il traversait le cloître désert, un détail l'arrêta net. Sous la galerie nord, à l'endroit même où l'enfant avait été vu sur certaines photographies anciennes, une petite médaille était posée au sol, comme oubliée, identique à celle qu'il avait aperçue sur le cliché de 1872. Lorsque Étienne Guiron aperçut la médaille posée au sol sous la galerie nord, son premier réflexe fut de douter de ses propres sens. L'objet était si discrètement placé, si parfaitement aligné avec le joint entre deux dalles, qu'il aurait été facile de passer à côté sans le remarquer. Et pourtant, il était là, minuscule cercle de métal terni, presque identique à celui qu'il avait observé sur le cliché de 1872 et à la forme qu'il avait devinée sur la clé rouillée. Il se pencha lentement, comme pour ne pas troubler l'équilibre du lieu, et ramassa l'objet avec précaution.
La médaille était froide, mais d'une froideur qui ne semblait pas simplement due à la pierre du cloître, comme si la matière elle-même conservait une inertie ancienne, un refus de se réchauffer. En la tournant entre ses doigts, il constata que le symbole était plus net que sur la photographie. Une étoile à 6 branches, inscrite dans un cercle irrégulier dont les contours semblaient dessinés à la main, avec une hésitation dans le tracé qui trahissait un geste ancien. Au revers, il n'y avait aucune inscription, seulement une surface légèrement bombée. Étienne sentit alors, de manière presque instinctive, que cette médaille n'avait pas été déposée par quelqu'un récemment. Elle semblait avoir été là depuis longtemps, peut-être dégagée par le vent, la pluie ou un mouvement de la glycine. Mais pourquoi réapparaître précisément à ce moment-là ? Et pourquoi à cet endroit précis, sous la galerie où tant de photographies montraient la silhouette mystérieuse de l'enfant ? Troublé, il décida de confronter la médaille avec les archives matérielles du monastère. Il passa ainsi toute la soirée à comparer l'objet avec d'anciennes pièces liturgiques, des sceaux, des amulettes votives, conservées dans la salle du trésor. Mais aucune pièce du monastère ne présentait un symbole similaire. Ce motif n'était ni religieux, ni décoratif, ni inscrit dans les usages locaux. Il semblait appartenir à un autre registre, comme s'il provenait d'un système de signes oubliés. En examinant les photographies agrandies, il remarqua que l'enfant portait parfois la médaille autour du cou, parfois non. Sur certains clichés, la chaîne était visible, sur d'autres elle semblait avoir disparu, ce qui laissait supposer que l'objet n'était pas un attribut constant, mais apparaissait seulement dans certains contextes, lorsque la lumière, l'angle ou le moment s'y prêtaient. Cette variabilité renforça chez Étienne une intuition. Et si la médaille n'était pas un objet ordinaire, mais le signe tangible d'une relation entre l'enfant et la pièce condamnée du monastère, cette fameuse « chambre de l'aube » mentionnée dans le croquis de 1834 ? Pour approfondir cette piste, il décida d'étudier plus en détail la topographie du cloître. Il traça sur du papier calque la position de l'enfant sur chaque photographie, superposant les images sur un plan du monastère. Et là, un motif fascinant se révéla. Qu'importe l'année, la saison ou le groupe d'enfants, la silhouette mystérieuse se tenait toujours à moins de quelques pas de la zone correspondante à la chambre de l'aube, comme si cette partie du monastère constituait un centre invisible autour duquel la présence se manifestait. Cette constatation impressionna profondément Étienne, qui commença à envisager l'idée que la pièce condamnée du monastère avait pu jouer un rôle dans l'histoire du monastère, peut-être comme un espace de transition, un lieu où les enfants recueillis autrefois auraient été accueillis avant d'intégrer la communauté. Mais aucune archive ne confirmait cette hypothèse. Et l'absence totale de documents sur l'existence de cette chambre renforçait au contraire l'idée qu'elle avait été effacée des registres, volontairement ou non. Le lendemain, déterminé à comprendre le rôle que pouvait jouer l'objet, Étienne retourna au monastère avec la médaille en poche. Il décida de la placer contre la serrure de la porte condamnée, comme pour vérifier si un lien matériel existait réellement. Lorsqu'il approcha la médaille du métal ancien, il sentit une très légère vibration dans ses doigts. Non pas un mouvement mécanique, mais un frémissement presque imperceptible, comme un contact entre deux éléments qui se reconnaissent. Le bandeau de fer, pourtant immobile, sembla absorber cette vibration. Et Étienne crut percevoir, durant un très bref instant, une variation dans la densité de l'air autour de lui. Il retira la médaille, stupéfait, et tenta de répéter l'expérience, mais rien ne se reproduisit, comme si le phénomène ne voulût se manifester qu'une seule fois. Il nota ce détail dans son carnet avec une précision méticuleuse, conscient que ce genre d'observation pouvait sembler insignifiant pour un œil extérieur, mais constituait pour lui un indice essentiel. Dans les jours suivants, il décida d'interroger à nouveau les habitants du village, non plus sur leurs souvenirs d'enfance, mais sur la médaille elle-même, espérant que quelqu'un pourrait reconnaître le symbole.
Mais personne n'avait jamais vu un motif semblable, ni dans les objets religieux, ni dans les artefacts profanes, ni dans les traditions locales. Un vieil homme affirma cependant avec hésitation avoir déjà aperçu un objet similaire chez une vieille tante qui disait que c'était un signe de protection pour les voyageurs, mais il n'ignorait totalement l'origine. Cette réponse, vague mais suggestive, fit naître chez Étienne une nouvelle hypothèse. Et si la médaille n'était pas seulement un signe appartenant à l'enfant, mais la clé, symbolique ou réelle, d'une fonction ancienne du monastère? Peut-être la chambre de l'Aube servait-elle autrefois à accueillir des enfants de passage, des orphelins, des voyageurs, des inconnus. Peut-être que cette pièce avait été liée à un rituel ou à une tradition aujourd'hui oubliée, et l'enfant n'en était que la rémanence. Plus il y pensait, plus la figure silencieuse qui apparaissait sur les photographies lui semblait être le vestige d'un rôle ancien, un témoin involontaire d'une histoire effacée. Mais alors qu'il commençait à assembler les pièces du puzzle, un événement imprévu vint bouleverser l'enquête. En revenant un soir au monastère, il trouva, glissée sous la porte de la bibliothèque où il travaillait, une photographie récente, prise quelques jours plus tôt, où l'on voyait un groupe d'enfants du village venus pour une visite scolaire, et derrière eux, dans l'ombre du cloître, se tenait, parfaitement net, l'enfant au visage immobile, portant autour du cou la médaille qu'Étienne avait dans les mains. La découverte de la photographie récente, glissée sous la porte de la bibliothèque où Étienne Guilleron travaillait chaque jour, eut sur lui l'effet d'un choc silencieux. Un de ces instants où la perception vacille sans pour autant céder à la panique. Sur le cliché, pris seulement quelques jours auparavant par l'institutrice du village, on voyait une classe d'enfants rassemblés pour une visite guidée dans le cloître, et derrière eux, dans une zone que la lumière ne parvenait pas à éclairer entièrement, se tenait l'enfant mystérieux, identique à celui des clichés de 1865, 1872, 1881, 1908 ou 1923. Avec le même visage calme, la même posture légèrement en retrait, la même expression indéfinissable. Mais ce qui bouleversa Étienne n'était pas seulement cette continuité inexplicable, c'était la médaille visible autour du cou de l'enfant, parfaitement reconnaissable, alors même qu'il tenait l'objet réel dans sa main au moment où il regardait la photographie. Ce paradoxe, un objet semblant exister simultanément dans deux réalités, fit naître en lui un sentiment d'étrangeté profonde, non pas effrayante, mais vertigineuse, comme si les frontières du temps et de la matière s'étaient soudain assouplies. Il examina longuement la photographie, cherchant un défaut, un montage, un reflet, une imperfection qui pourrait expliquer l'apparition, mais tout dans l'image témoignait de sa simplicité. Les enfants à l'avant, la pierre du cloître, les ombres naturelles du lieu. Rien d'artificiel, rien d'ajouté. Et pourtant, la présence était là, indiscutable. Déterminé à comprendre, Étienne retourna à la chambre de l'Aube, cette pièce condamnée qu'il n'avait jamais pu ouvrir, mais dont il soupçonnait désormais qu'elle constituait le centre invisible du phénomène. Il se posta devant la porte, médaille en main, tandis que la lumière déclinante du soir glissait doucement sur les pierres. Il resta ainsi longtemps, attentif aux moindres changements dans l'atmosphère, espérant, sans oser vraiment y croire, que quelque chose, un signe, une vibration, se manifesterait. Et au bout d'un moment, il sentit à nouveau cette subtile résistance, cette tension imperceptible lorsqu'il approcha la médaille de la serrure, comme si un lien ténu se formait entre l'objet et la porte. Mais cette fois, un phénomène différent se produisit. Le métal du bandeau sembla se réchauffer légèrement, une chaleur diffuse mais réelle qui contrastait avec la fraîcheur habituelle du cloître. Étienne recula d'un pas, surpris par cette réaction, et observa attentivement la porte. Aucun mouvement n'était visible, aucune modification du bois, aucune lumière filtrant à travers les interstices. Pourtant, l'air autour de lui semblait avoir changé de densité, comme si la pièce derrière la porte exerçait une présence, une forme d'attention silencieuse. Tentant de garder son sang-froid, il approcha à nouveau la médaille de la serrure, mais cette fois la vibration cessa brusquement, comme si la connexion avait été rompue.
Il comprit alors que la pièce n'allait pas s'ouvrir sur une simple tentative. Elle semblait obéir à une logique différente, peut-être à des conditions particulières qu'il ne comprenait pas encore. Dans les jours suivants, perturbé par cette expérience étrange, il entreprit d'approfondir ses recherches sur l'histoire du monastère. C'est ainsi qu'il découvrit dans un manuscrit oublié du XVIIIe siècle la mention énigmatique d'une tradition ancienne selon laquelle le monastère aurait recueilli à une époque indéterminée un enfant trouvé à l'aube d'un jour de froid, un enfant dont on ne cut jamais l'origine mais qui aurait grandi dans la communauté avant de disparaître mystérieusement, non pas en fuyant, mais en s'effaçant. Le texte, obscur, évoquait une présence associée à la pierre du cloître, comme si l'enfant était devenu une mémoire incarnée du lieu, un témoin silencieux du temps qui passe. Cette mention troubla profondément Étienne, qui comprit alors que l'enfant apparaissant sur les photographies ne pouvait pas être un enfant réel, dans le sens ordinaire du terme. Il semblait appartenir au monastère comme une trace vivante de son passé, une figure qui se manifestait lorsque certaines conditions étaient réunies. La présence d'autres enfants, la lumière particulière du cloître, la routine immuable des dimanches. Plus encore, il semblait lié à la chambre de l'aube, peut-être comme une origine, un point d'ancrage, un lieu où sa présence avait été autrefois inscrite. Pourtant, un mystère demeurait. Pourquoi apparaître sur les photographies? Pourquoi se tenir là, calmement, sans jamais interagir, sans jamais vieillir? Étienne en vint à penser que l'enfant n'était pas un fantôme, ni une apparition dans le sens classique du terme, mais une forme de mémoire spatiale, quelque chose que la pierre conservait, que la lumière révélait et que l'objectif unissait au monde visible. Avec cette idée en tête, il se rendit une dernière fois dans le cloître, un dimanche matin, lorsque les enfants du village venaient pour une visite. Il se plaça discrètement sous la galerie nord, à l'endroit exact où la médaille avait été trouvée, et observa. Les enfants jouaient, riaient, couraient, et malgré le bruit, le cloître semblait retenir un silence particulier, une zone de calme autour d'une portion du mur. Et au bout d'un quelques instants, il le vit, une silhouette d'enfant, immobile, légèrement en retrait, observant la scène avec un calme infini. Étienne sentit son breuf se suspendre, non pas par peur, mais par la certitude qu'il se trouvait face à quelque chose de rare, d'ancien, d'unique. Il fit un pas, très léger, et la silhouette tourna lentement la tête vers lui, un mouvement subtil, presque imperceptible, qui semblait ne contenir pas une attention, mais une forme de reconnaissance. Puis, dans un glissement de lumière, la silhouette s'effaça, comme absorbée par la pierre. Pas de bruit, pas de traces, seulement la cour, les enfants, le vent. Étienne resta immobile longtemps, la médaille serrée dans sa main, conscient que le mystère n'était pas résolu, mais qu'il avait touché à quelque chose de fondamental, la persistance d'une présence qui n'appartenait ni au temps, ni aux documents, mais au lieu lui-même. Et c'était précisément ce qu'il écrivit dans son dernier rapport. L'enfant n'est pas un visiteur, il est la mémoire du monastère. Tant que la pierre se souviendra, il reviendra.